C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Roselyne. Alors les ministres passent et trépassent, ainsi va la vie politique. Il y a le commencement et la fin. La fin pour Boris Johnson en Angleterre et le commencement pour Elisabeth Borne. Hier, la première ministre entrait dans l'arène politique. À l'Assemblée nationale, pour son discours de politique générale, la chef du gouvernement était attendue comme les chasseurs attendent la perdrix. La France insoumise, vociférante, invectivait. Sous les quolibets destinés à la déstabiliser, elle a résisté. Aujourd'hui, la loi pouvoir d'achat est examinée en Conseil des ministres. Elle sera débattue au Parlement le 18 juillet et ce sera l'heure de vérité pour chacun. On en parle avec nos invités. David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche. Bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. Catherine Tricot, bonsoir. Vous êtes directrice de la revue Regard, merci d'être là. Et Éric Le Boucher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste aux Échos et à l'Opinion et vous êtes auteur du livre Échec à la barbarie aux éditions Grasset. Merci d'être là. Et en fin d'émission, Véronique Reissoult nous rejoindra pour la politique sur les réseaux. Mais quelques mots d'abord sur la démission de Boris Johnson poussée à la sortie par la révolte des membres de son gouvernement et de son parti. Il l'a annoncé aujourd'hui. Le Parti conservateur a clairement exprimé sa volonté, celle d'avoir un nouveau chef de parti et donc un nouveau Premier ministre. Le choix du prochain leader commence maintenant. Le calendrier sera annoncé la semaine prochaine. J'ai nommé aujourd'hui un gouvernement parce que je resterai en poste jusqu'à la nomination d'un nouveau chef. Jean-Marie, que paie-t-il aujourd'hui Boris Johnson? C'est ce qui le conduit à la sortie, c'est la révolte au sein même de son gouvernement. Et l'un des deux ministres qui était aux commandes de ce mouvement a dit les choses de façon très simple. Il a dit « on ne peut plus concilier la loyauté, la fidélité, avec l'intégrité ». Donc c'est une succession d'affaires qui ont donné de Boris Johnson une image non intègre précisément. Il y a eu d'abord toutes les polémiques sur les fêtes, le goût de la fête, le goût de l'alcool, alors même que le pays était sous des contraintes très fortes au moment du confinement, qu'il n'a pas respecté. Il y a aussi plusieurs affaires, notamment de protection d'amis, notamment coupables de harcèlement sexuel. Et donc Boris Johnson a commencé par dire « je n'étais pas au courant ». Il était au courant, et ainsi de suite. Une série de mensonges comme ça qui ont ressuscité l'image que l'on avait de Boris Johnson avant qu'il soit Premier ministre, c'est-à-dire d'un fieffé menteur. Donc c'est toute cette série d'affaires qui a conduit, au fond, parce que les conservateurs avaient voté la confiance au Premier ministre il y a quelques semaines de cela. Oui, et donc, normalement, il était tranquille pour 11 mois. Mais s'il est obligé de partir là, c'est que c'était devenu intenable. Et puis, entre-temps, il y a eu des élections locales qui ont montré que les conservateurs étaient balayés. Donc, ça faisait trop. Et comme l'a dit le ministre des Finances britannique, ex-ministre des Finances, il fallait arrêter. Ça n'était plus possible. Arrêter le massacre. Éric Le Boucher, quel est le bilan? Que laisse-t-il, Boris Johnson, à la Grande-Bretagne? Écoutez, il n'est pas brillant le bilan. L'inflation est en hausse, très plus forte qu'en Europe. La croissance est plus faible, l'investissement est en berne. En réalité, si je puis me permettre, il laisse Londres dans le brouillard absolu sur le Brexit. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a absolument pas de voie de sortie il a imposé le Brexit en racontant des carbistouilles à tout le monde. Et en fait, ça n'avance pas. Ils savent pas quoi en faire. Et donc, je ne crois pas d'ailleurs que le parti conservateur qui va rester au pouvoir sait quoi faire de ce truc. L'Angleterre toute seule, est-ce que voit l'Europe s'éloigner, l'Amérique qui devait se rapprocher, se rapproche pas du tout. Donc l'Angleterre toute seule dans le Commonwealth, c'était un vieux rêve, mais ça ne prend pas corps. Donc en fait, l'Angleterre, elle est perdue. Alors, la France est-elle perdue? Pas encore. La nouvelle première ministre française, Elisabeth Borne, donc, est entrée de plein pied dans la vie parlementaire hier avec son discours de politique générale. Un discours d'1h30, alors un peu long, qui avait le mérite d'exister. Et finalement, on s'attendait un peu à roupiller. Puis finalement, c'était pas mal. En tout cas, je vous propose d'écouter un extrait. Cette conviction, je la tiens de mon histoire. Car si je suis ici devant vous, Première ministre de la France,
Je le dois à la République. C'est elle. C'est elle qui m'a tendu la main en me faisant pupille de la nation, alors que j'étais cet enfant dont le père n'était jamais vraiment revenu des camps. C'est là qu'on entend. Ouais. Alors justement, David, vous nous disiez qu'on entendait à un moment, quand elle parle de son père qui revenait d'Auschwitz et qui après d'ailleurs s'est suicidé, qu'on entendait quand même du brouhaha. Alors, oui, c'est vrai que c'est le moment, après on parlera du discours, oui, bien sûr, pour faire un petit focus sur ce moment où c'était un des moments un peu personnels, on ne s'attendait pas forcément. C'est pour ça qu'on a choisi cet extrait. Parce que la Première ministre, oui, évidemment, fond de l'armure sur ces sujets-là, effectivement, comme pendant toute la durée du discours, près d'1 heure et demie, des Quolibets, des Ladzi sont venus des rangs des Insoumis. On pas toujours au bon moment. Voilà, là, c'était pas forcément le bon moment quand elle aborde son histoire personnelle et puis cet épisode évidemment tragique. Alors, cette dimension personnelle, Catherine Tricot, est-ce qu'on imagine bien que c'était travaillé? Alors, bien sûr, Elisabeth Borne a fait du Elisabeth Borne. Elle n'a pas cherché à déclamer Shakespeare ni être quelqu'un d'autre que ce qu'elle est. Et pour ça, elle est restée... Voilà. Mais elle a voulu quand même casser cette image-là de femme un peu froide. On a choisi cet extrait, effectivement, parce que cette dimension personnelle était, je disais, intéressante dans ce discours. Et peu connue. Et peu connue. Tout à fait. Mais enfin, ceci étant, ça n'a pas, je pense, profondément modifié l'image d'Elisabeth Borne. Elle reste une femme quand même... d'une autorité assez certaine, non? Oui. Il me semble. Je veux dire que ceux qui pensaient pouvoir la déstabiliser simplement en la chahutant, je pense qu'il en faudra un peu plus. Et elle est droite dans ses bottes. Alors, beaucoup de gens ont critiqué quand même l'attitude de la France insoumise, qui n'a cessé d'hurler, effectivement, de lancer des quolibets. Est-ce que tout de même, il y a cette volonté chez la France insoumise de vouloir ramener l'idée révolutionnaire à l'Assemblée nationale? Enfin, dans le fond, quelle est leur intention? Je pense qu'il y a une question de diagnostic sur l'état du pays qui doit faire, qui peut faire débat en tout cas. Mais leur analyse à la France insoumise, c'est qu'on est dans un moment de très grande colère, de très grande frustration aussi de ne pas avoir vu l'alternative Jean-Luc Mélenchon arriver. Et ils sont frustrés eux-mêmes, mais ils pensent qu'ils ne sont pas frustrés qu'eux-mêmes. Ils pensent que c'est, d'une certaine manière, une partie du pays qui est très en colère contre Emmanuel Macron et que donc, comme le dit Mathilde Panot, ils ne vont pas être des opposants de pacotille et que donc ils vont faire de l'opposition qui s'oppose. Et ils accompagnent ça d'une stratégie qui est... très disruptive par rapport au code de la politique française, de l'institution. C'est-à-dire qu'ils sont députés, mais que finalement, ils peuvent jouer un peu avec les marges de la respectabilité. Ils ont fait hier un faux mariage un peu carnavalesque devant l'Assemblée nationale. Entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On peut discuter et du contenu et de la forme. Mais là, on est sur la forme. Et sur la forme, je crois qu'ils sont quand même très en train de chercher à être disruptifs, un peu comme François Ruffin. Révolutionnaire, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il n'y a pas qu'une façon de l'être. Les communistes n'ont jamais fait ça, par exemple. C'est vrai. Donc, mais les communistes ont toujours été un parti, entre guillemets, responsable. C'est la grande différence avec eux. Mais vous savez, il y a un candidat à l'élection présidentielle qui a fait campagne, mais sinon je suis d'accord avec ce que vous dites, mais qui a fait campagne sur le grand remplacement. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, sa théorie, c'est le grand effondrement. Il pense, sa vision, qui est une vision trotskiste de départ d'ailleurs, est toujours que l'on est au bord de l'apocalypse et que l'apocalypse et que lui-même va arriver, évidemment, puisque c'est un césarisme aussi à l'intérieur du mouvement. C'est pas du tout démocratique comme fonctionnement. C'est l'ex-centralisme démocratique, c'est-à-dire il y a un chef et tout le monde se plie à la loi du chef. Et il n'y a pas de recherche de compromis, là, pour le coup, dans leur rang. Donc il y a cette vision globale on est au seuil de l'effondrement, et donc il y a en même temps toutes les marques, pour souligner ce que vous disiez, toutes les marques de l'irrespect, voire de l'incivilité, parce qu'il y a aussi un culte de la mise un peu plus débraillée que voilà, ça n'existe pas, voilà, et ainsi de suite. Mais pour revenir juste d'un mot sur Elisabeth Borne, quand même, parce qu'elle a quand même
contredit tout ce qui était dit et écrit sur elle avant. C'est-à-dire, ce qu'elle a montré, c'est quand même une solidité, une fermeté que l'on ne soupçonnait pas, puisqu'on disait, au fond, Emmanuel Macron voulait une collaboratrice comme il avait un collaborateur avec Castex. Même erreur sur Jean Castex, d'ailleurs, parce qu'au point de départ, il était méprisé comme cela. Et puis, à l'arrivée, il est maintenant la deuxième personnalité préférée des Français. Et donc, Elisabeth Borne a montré cette solidité. Et au fond, elle a remplacé l'absence peut-être de cap général d'une politique par une attitude qui donne le sentiment qu'il y a un cap. C'est ça qu'elle est, voilà, sans se transformer elle-même, parce qu'elle n'est pas une oratrice, évidemment, mais même dans la formulation et dans la froideur de sa formulation, il y avait quelque chose de rassurant et qui a pris vraiment à contre-pied toutes les images qu'on pouvait avoir d'elle auparavant. Éric Le Boucher, elle dit je n'ai pas le complexe de la femme providentielle. Moi, je ne fais pas des grandes phrases ou des petits mots. Je suis là pour servir. Et dans le fond, c'est un peu elle rassure un peu quelque part Emmanuel Macron ou même les Français. Dire, je ne suis pas là pour être calife à la place du calife, mais je suis là pour faire mon boulot. D'une part, et je ne suis pas là pour raconter des belles histoires, de la politique politicienne, etc. C'est une ingénieure. C'est une ingénieure qui essaie de trouver des solutions. Et aujourd'hui, moi, je pense que c'est ce qui correspond aux besoins de la France comme Premier ministre. Parce que la France a besoin de trouver des solutions à tous les grands défis qui sont là. L'écologie, les inégalités, l'école, l'hôpital, etc. Vous les prenez tous les services publics, etc. Et je pense qu'on a besoin d'inventer des nouvelles choses. Comme au fond, on a inventé l'État-providence en 1945. On est un peu pareil. Et il faudrait donc inventer quelque chose de neuf. Alors, elle veut le faire avec ce souci qu'elle a d'être solide. En effet, elle est très solide parce qu'elle a des idées elle-même. Et puis, le président en a fixé des grandes lignes. Mais elle va essayer d'avoir des compromis avec les uns et avec les autres. C'est ça tout le pari. Parce que pour revenir juste un mot sur le chaos de Jean-Luc Mélenchon, il veut effectivement mettre le chaos parce que du chaos naîtra le nouvel homme, la révolution et le bonheur sur Terre. Et en tout cas en France. C'est très singulier parce que tous les autres partis, et même sans doute le Rassemblement national, ne pensent pas comme ça. Ils pensent quand même qu'il va falloir un peu travailler les solutions et pas les détruire. C'est ça la différence. Et je crois, moi, qu'Elisabeth Borne a toutes les qualités pour... On verra comment répond l'Assemblée nationale, mais a toutes les qualités pour avancer sur ce chemin-là. David, elle a toutes les qualités pour avancer. Est-ce qu'elle a montré hier cette solidité ? Non, mais je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est-à-dire que l'exercice est quand même plein de passages obligés, de figures imposées, etc. C'est jamais un discours... c'est rarement, surtout dans les derniers quinquennats, un discours empreint de souffle et d'une vision qui emporte tout. Moi, je l'ai trouvé... D'abord, elle n'a pas beaucoup d'expérience politique. On critiquait son défaut d'éloquence, son défaut oratoire, son faible charisme. En réalité, je trouve que son discours était bon. C'était un catalogue, comme le sont toutes les déclarations de politique générale. Mais il était bon. Et surtout, il y avait beaucoup de politique dedans. Il y avait beaucoup plus de politique que dans le discours de Jean Castex ou dans celui d'Édouard Philippe. Alors certes, c'est pas tant Elisabeth Borne que la situation générale qui l'a imposée, mais j'ai trouvé qu'il y avait énormément de formules, énormément de messages. Alors après, ça c'est pour la forme, sur le fond... en réalité, Mme Borne n'a fait que poursuivre la stratégie qui est celle de l'exécutif depuis le 19 juin, c'est-à-dire de renvoyer aux oppositions la responsabilité de futurs blocages. On était toujours dans la même logique, c'est ce qu'elle a fait, mais elle l'a fait avec, je trouvais, en mettant les formes, avec beaucoup de sens du compromis, en citant tous les présidents de groupe sauf le RN et les Insoumis. Et d'ailleurs, pour atterrir là-dessus, c'est vrai que cette attitude, je crois que ce sont des macronistes qui ont expliqué que les mélenchonistes allaient transformer l'Assemblée en ZAD, vous savez, comme à Notre-Dame-des-Landes. Marine Le Pen, pardon. Vous voyez, on fait des raccourcis. Pour le coup, ça rejoint un petit peu ce que vous dites. Et c'est très, très... je suis, moi, sidéré, et je le dis chaque semaine chez vous, Roselyne, par l'attitude du Rassemblement national, justement, depuis le 19 juin. Et je trouve que, tactiquement, c'est assez dangereux parce qu'ils sont en train de marquer des points, évidemment, forcément, dans l'opinion. Je crois que, hélas, c'est eux qui vont tirer leur épingle du jeu par rapport aux amis de M. Mélenchon, qui sont beaucoup trop radicaux et brutaux. Catherine, je vais vous donner la parole, mais on va écouter justement Marine Le Pen qui a dit ce matin qu'elle pourrait voter la loi sur le pouvoir d'achat.
Je vous propose de l'écouter et Catherine, vous réagirez. On a un texte qui arrive sur le pouvoir d'achat qui est fondamental, qui est attendu par les Français avec impatience. Je veux que ce texte puisse être voté. Il sera très certainement imparfait, car ce n'est pas nous qui l'avons construit. Nous allons nous battre pour que les décisions qui soient prises et qui soient votées soient les meilleures pour les Français. Mais c'est urgent. Donc, voter une motion de censure tout de suite, c'est reporter ce texte au mieux fin septembre. Est-ce que vous croyez que les Français ont le temps d'attendre ? Donc voilà, une Marine Le Pen qui est pragmatique et surtout qui se démarque de tous les autres. Ça, c'est certain. Moi, j'ai trouvé que son discours hier était vraiment encore empreint de sa posture de candidate de second tour. C'est-à-dire qu'elle était vraiment celle qui vient dire une alternative au projet qui avait été énoncé par... D'ailleurs, elle a attaqué Emmanuel Macron, à la différence des autres opposants qui ont attaqué Elisabeth Borne. Oui, donc moi, j'ai trouvé qu'hier, elle n'était pas dans la contestation point par point, mais dans la vision globale et que donc ça continue d'être ça son axe. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec un petit point de ce que vous avez dit tout à l'heure. Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron continue maintenant simplement à vouloir renvoyer aux oppositions la responsabilité de l'échec ou du blocage. Là, moi, j'ai le sentiment que, et quand on examine le gouvernement tel qu'il a été constitué et le discours d'Elisabeth Borne qui ne fait aucune ouverture, je pense plutôt que là, il est dans le rapport de force et dans la violence pure du rapport de force politique, c'est-à-dire qu'il y va et puis il va voir quand ça casse. Et moi, j'ai l'impression qu'il est à peu près écrit qu'il va y avoir une dissolution, on ne sait pas exactement quand elle va intervenir, mais qu'elle est inéluctable. Ça ne va pas tenir. Je pense que ça ne peut pas tenir, et je crois que ça conditionne beaucoup les attitudes des uns et des autres. C'est pour ça que la NUPES ne va pas éclater, parce qu'il y a quand même un intérêt commun de toutes les députés de la gauche à rester unis et qu'il y a une lecture dont je disais tout à l'heure qu'ils pensent que c'est l'insurrection ou la révolte ou la colère qui domine. Mais là, chez Marine Le Pen, on pense que c'est la Parti socialiste, il s'est complètement fondu dans la France insoumise. Non, je ne crois pas. Est-ce qu'il n'y a pas une trahison de ce qu'ils étaient ? Et c'est ce que je vous dis, c'est que je ne crois pas qu'ils se soient fondus, ceci étant. D'ailleurs, s'ils restent dans un intergroupe, ça veut dire qu'ils veulent prendre des décisions ensemble. Moi, j'ai trouvé que Boris Vallaud ou Julien Bayou hier n'étaient pas tout à fait sur la même tonalité que Mathilde Panot. Ils font entendre leur propre... ceux qui font plus de bruit. Mais c'est certain. Et de toute façon, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas dans l'intergroupe, à gauche, ce qui domine, c'est le résultat du premier tour de l'élection présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et que donc, pour l'instant, la France insoumise pense que l'état d'esprit du pays, c'est un état d'esprit... de colère et au bord de l'insurrection. Voilà. Mais c'est toujours la même chose. De la même façon, en 2017, il avait mésinterprété le résultat. Il était haut pour lui, mais il n'était pas au seuil de la victoire, même s'il en a été très déçu parce qu'il n'était pas au second tour. Et là, c'est la même chose. Il pense qu'il est au seuil de la victoire. Et donc, il faut encore un dernier coup d'épaule pour que le régime s'effondre et qu'arrive Jean-Luc Mélenchon. C'est une erreur d'analyse totale. Celle qui a marqué l'opposition, c'est Marine Le Pen. Elle a quand même fait 40% du corps électoral. C'est colossal, c'est considérable. Ça n'a rien à voir avec l'audience de Jean-Luc Mélenchon. Mais pour revenir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est vrai que la dissolution est en tous les esprits. Mais ce serait pour le gouvernement totalement suicidaire. Mais totalement suicidaire. Pourquoi ? Parce que les Français ont donné un mandat pour rechercher des compromis, pour construire des solutions. Et notamment la solution texte par texte était plébiscitée par les Français. Donc si vous n'y arrivez pas et si vous provoquez vous-même une dissolution, vous serez lourdement sanctionné. Ouais. Qui sera sanctionné ? Ce sera Emmanuel Macron. Donc c'est vraiment un schéma absurde. En revanche, tout le fil de la conversation, du discours d'Elisabeth Borne, c'était de dire on a un mandat pour rechercher des compromis. À vous de vous plier à ce mandat. Et donc, nous ne sommes peut-être minoritaires, un gouvernement minoritaire, nous n'avons peut-être qu'une majorité relative, mais nous avons un mandat clair des Français pour avancer dans cette direction. Alors que, du côté, encore une fois, de Jean-Luc Mélenchon et de ses partisans, on dit ils sont illégitimes, le gouvernement est illégitime. C'est quand même une folie totale. Et Éric Le Boucher, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, écoutez, quand on regarde ce qu'il y a à faire, il n'y a pas non plus à faire des lois tous les 2 jours. Et tant mieux, parce que franchement, les législateurs en font beaucoup trop. Donc qu'ils en fassent moins, c'est un bonheur, déjà, point 1. Deuxièmement, il reste le pouvoir d'achat. On va voir, c'est un vrai test. On va voir si elle trouve, Madame Borne, si elle trouve des alliés ou pas. Et j'ai l'impression qu'elle va en trouver, y compris au Rassemblement national. Ensuite, il restera le budget, mais là, on peut passer par 49.3.
C'est pas inautorisé. Et dans le budget, vous pouvez bourrer plein de trucs, hein, puisque c'est le financement général. Donc, on peut faire passer énormément de choses dans le budget. Après, il y aura il n'y a pas grand-chose à faire, au fond. Après, il reste la retraite, éventuellement. Éventuellement, parce qu'on peut, j'imagine, aussi passer sans loi avec des décrets sur les allongements. Donc, bon, là par contre, c'est vrai que la droite, LR, alors, c'est le test pour LR. Est-ce que oui ou non, elle suit ou pas? A priori, on peut penser quand même que les Républicains suivront sur un texte phare de leur programme. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir une multiplication de textes et de tests, de difficultés, etc. Texte, mais il y a multiplication des thèmes quand même. Il y a deux, trois gros enjeux qui sont incontournables, qui est quand même la remise sur pied du système de santé, la remise sur pied du système éducatif et la transition écologique. Donc ça, ce sont des défis monstrueux d'une certaine façon. Sur l'écologie, on peut passer tout dans le budget. Oui, mais... Alors, il reste effectivement l'hôpital et l'école. On peut passer aussi beaucoup de choses dans le budget sur l'hôpital et l'école. Oui, en plus, oui. Mais là tu vois, ce sera difficile. J'ai l'impression que ce sera difficile pour les opposants à se dire non, on ne veut pas réformer l'école, on ne veut pas réformer la santé. Enfin, c'est dangereux. Il y a un jeu dangereux. Donc je pense, moi, qu'il y aura peu de choses. Le gouvernement a peu de choses à faire, en vérité, et que du coup, je suis plus optimiste que vous. Je pense qu'ils peuvent avancer pas mal, quoi. Oui. David, donc, dans cette loi qui va passer le 18 juillet, le bouclier tarifaire, la revalorisation des retraites, des minima sociaux, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Chèque de 100 € pour les familles modestes. Voilà. Et il y en a encore. Est-ce que l'État fait assez? La France Insoumise répond non. Nous, on veut le blocage des prix. Marine Le Pen veut la baisse de la TVA. Et on entend ce matin dire la dette, ça coûte, dit le gouverneur de la Banque de France. Donc, si l'État paie trop, ça fait de la dette. On a quand même senti ces derniers jours une petite réorientation, pour ne pas dire un petit virage dans le discours de l'exécutif. Alors certes, la question du pouvoir d'achat est tellement prégnante et urgente qu'évidemment, ça va coûter cher. De mémoire, 20 milliards d'euros pour le plan du deuxième semestre. Le premier semestre, on avait déjà coûté 26. Mais on commence déjà à nous annoncer, Madame Borne dans son discours hier, et surtout Bruno Le Maire, que la fête est finie, que les lampions vont bientôt s'éteindre. En gros, que le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. C'est absolument normal parce que la situation budgétaire, celle du déficit de la dette, ne permettrait pas de continuer. Ça serait pure folie. Et en plus, sur le plan politique, là, on a aussi un point d'accord parce que ceux que vous avez cités, RN et LFI ont des positions, mais LR a une autre position, et la première des positions de LR, c'est qu'il faut arrêter, comme disait Madame Pécresse, de cramer la caisse. Et donc, ça peut paraître contradictoire, mais c'est une équation extrêmement complexe avec toutes ces données-là que le gouvernement va devoir résoudre. C'est-à-dire qu'il va falloir finalement donner aux uns et aux autres qui sont susceptibles de renforcer une majorité texte par texte, en l'occurrence sur ce texte, des gages qui sont par principe et sur le papier contradictoires. Ouais. Ce qui est contradictoire, Catherine, aussi, c'est la réaction de la droite qui dit « mais nous, on voudrait le prix du litre à 1,50, je crois, donc ça va coûter énormément à l'État. » Donc là, eux qui veulent la maîtrise des comptes publics, c'est assez incohérent. Oui, ce que j'allais vous dire, c'est qu'en fait, je pense qu'un débat qui est en train de s'ouvrir, c'est au fond, quelle est la politique de l'État à propos de la question du pouvoir d'achat? Est-ce que c'est la politique des petits chèques? Est-ce que c'est la politique de l'aide au carburant à la pompe? Ou, en l'occurrence, la France Insoumise dit il faut prendre sur les plus grands profits, et même Marine Le Pen dit un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux groupes à l'Assemblée nationale qui disent c'est pas certain que ce soit à l'État de payer tout ça. C'est-à-dire que Total fait des bénéfices extravagants. Pourquoi est-ce que Total ne passe pas à la caisse? Et donc, je pense qu'il y a pas simplement... il y a une discussion sur le montant des aides. C'est pas simplement l'État ne fait pas assez. C'est aussi la contestation que ce soit l'État qui doit faire, et plutôt ce que la LFI appelle les profiteurs de crise, guerre, ou profiteurs de crise. Non, mais Emmanuel Macron l'a même dit. Alors c'était dans le contexte russe. Voilà, mais donc c'est de ça que je pense qu'il y a quand même une discussion qui est un peu plus que les caricatures de pas assez ou trop. Il y a aussi une opposition à le type
de politique qui est envisagée. Alors justement, vous qui êtes économiste, Éric Le Bouchet, sur les entreprises, que peuvent-elles faire? Est-ce qu'il vaut mieux faire cette politique de petits chèques régulièrement, etc. Est-ce qu'il faut installer quelque chose de pérenne, comme le veut Marine Le Pen, en baissant la TVA? Ou il faut faire du coup par coup encore? Et est-ce que les entreprises, là, ont leur rôle à jouer? Écoutez, pour dresser le tableau général, on a perdu 2 points de croissance avec la guerre en Ukraine. Et donc la question qui se pose, c'est comment on répartit ces 2 points de croissance. Et moi, je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, il va falloir dire aux Français que c'est plus Noël. C'est fini. On a fait toute une campagne sur on vous distribue des cadeaux, mais en réalité, la France n'a plus les moyens. Donc il va falloir qu'on répartisse mieux cette 2%, ce coût de la guerre. Ces 2%-là. Et donc, c'est l'État, mais l'État, il ne veut pas s'endetter et il ne veut pas hausser les impôts, donc ça le bloque complètement. Ensuite, il y a à répartir entre les entreprises et les ménages. Il va falloir à un moment que, c'est pour ça que je suis d'accord avec vous, on commence à entendre un début de petite musique en disant, bon, on vous comble le pouvoir d'achat cette année, mais l'année prochaine, on ne pourra pas suivre. Donc, les ménages, pardon, désolé, c'est d'ailleurs ce que dit le gouverneur, vous avez fait allusion, c'est exactement ce que dit le gouverneur de la Banque de France. Oui, les ménages vont devoir accepter une baisse de leur pouvoir d'achat. C'est clair. Sauf que la Première ministre a martelé hier pas d'augmentation d'impôts. Oui, plutôt, ça c'est pour l'État. Plutôt toujours des baisses d'impôts. Oui, mais enfin, les ménages, ils sont concernés par les impôts, etc. Oui, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que, au fond, c'est un drame collectif, mais c'est aussi le drame d'Emmanuel Macron, qui était installé sur un socle qui était le « quoi qu'il en coûte », et qui, en plein dans la campagne présidentielle, est rattrapé par l'inflation, par la guerre et par l'inflation. Et il faut dire qu'avec la guerre et avec l'inflation, on est entré dans une zone que personne ne maîtrise et qu'on ne peut pas savoir. La seule conséquence visible pour nous, en dehors de l'inflation, c'est que les taux augmentent. Et jusqu'à présent, on était à l'abri de taux stables, faibles, voire négatifs, qui permettaient d'augmenter la dette sans difficulté et sans douleur. Mais dès lors que les taux augmentent, on redevient exposé et en péril. Alors pour le moment, on est toujours protégé par Mario Draghi, bien qu'il soit en Italie, mais sa figure continue à protéger l'Union européenne. Mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et ça remet tout en cause. Voilà. Et là, ça peut être un bouleversement d'une violence que l'on n'a pas connue depuis je ne sais combien de temps. Donc on est vraiment sur un volcan, là. Catherine. On est sur un volcan politique aussi, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je pense, c'est qu'il y a le niveau d'acceptabilité par notamment les petits salariés, c'est-à-dire ceux qui sont un tout petit peu au-dessus du SMIC, c'est-à-dire ceux qui ont très peu d'aide, ceux qui ont le sentiment qu'ils payent et qui ne sont pas aidés, et qui ont fait le gros des Gilets jaunes, qui font le gros de l'électorat de Marine Le Pen, il y a un risque politique que ça se termine très très mal. Et donc, je pense que dans les équilibres et les choix des politiques qui sont à mettre en œuvre, il y a de considérer cette France qui est pas la plus basse, mais celle qui est juste un tout petit peu au-dessus et qui, quand même, se manifeste bruyamment et de façon, à mon avis, pas du tout accidentelle. Il y a eu une réponse qui a été celle fournie par Marine Le Pen, qui a élargi le spectre. Maintenant, ce n'est pas simplement les immigrés, c'est les assistés. Et elle met dedans les immigrés et puis tous ceux qui bénéficient des aides diverses et variées qu'elle attaque. Et donc, je pense qu'on est au bord, moi je le crois, au bord d'une sécession politique. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la France insoumise, mais il y a quand même celle qui est la plus menaçante, à mon avis, aujourd'hui, du point de vue de notre institution, de notre démocratie, c'est Marine Le Pen, ses 90 députés, et le discours qu'elle a réussi à construire, qui parle auprès d'un électorat qui souffre. Oui, mais il y a l'aspect politique. On parlait de Boris Johnson tout à l'heure, mais en Grande-Bretagne, ce phénomène est déjà là, alimente une contestation sociale de plus en plus forte. Il y a d'ailleurs eu une grève historique des chemins de fer en Grande-Bretagne et ça a abouti au départ de Boris Johnson. Donc c'est vrai que c'est vrai dans tous les pays développés. Mais donc cette question, je veux dire, dans les équipes, on ne peut pas juste le gouverneur de la Banque de France a toute notre estime, mais ça ne peut pas être lui qui dirige la politique de la France. Mais sur la cessation politique, vous avez tout à fait raison, mais cette cessation, elle a déjà commencé dans les urnes depuis des années et des années, et elle s'est même manifestée dans les rues pendant ce quinquennat avec les Gilets jaunes, on l'a vu, et ça rejoint... Alors,
sans doute un peu plus du côté du RN, mais il y avait aussi beaucoup de proximité avec les Insoumis dans ce mouvement. Et donc, c'est vrai qu'on est sur un volcan, vous avez raison. Là, on a le sentiment que le pouvoir d'achat, toutes ces questions qu'on vient d'évoquer, l'énergie, le chèque de 100 €, les prix alimentaires, voilà, sont une étincelle qui pourrait faire prendre le brasier. Donc, tout le monde, tous les partis sont absolument... Oui, mais là, c'est ce qu'on disait, c'est que là, la politique ne peut plus agir. C'est ce que disait Eric. Elle peut quand même... alors, oui, mais enfin, toute la question, c'est celle de la politique des petits chèques ou la question du budget. Mais donc, pardon, il y a un deuxième aspect qui pourrait se révéler tout aussi désastreux pour notre démocratie, c'est la question des pénuries. On remarque déjà, vous allez faire les courses, vous avez remarqué qu'il y a déjà des produits qui manquent, de l'huile, de la moutarde, etc. Et dans l'exécutif, on est en train, les conseillers des ministres sont en train de se dire qu'il faut absolument préparer l'opinion aux pénuries beaucoup plus importantes qui vont avoir lieu à la rentrée. Donc imaginez un peu le climat social sur ce fond de sécession démocratique avec des problèmes à trouver des produits de première nécessité et des problèmes encore plus graves que d'habitude pour boucler les fins de mois pour les classes populaires et les classes moyennes, ça fait quand même un climat assez explosif. Bien sûr que c'est un climat explosif, mais est-ce que la politique a la main sur cette situation économique, sur la guerre, sur les conséquences, sur la famine qui va arriver, qui va créer... Vous avez 4 heures, comme dirait... À court terme, elle l'a plus. On le voit, l'État n'a plus les moyens. Donc la dette augmente, les taux d'intérêt augmentent, donc l'État va s'arrêter de fournir là, à la fin de l'année, c'est fini, il faut passer à autre chose, soit par les entreprises, mais en même temps, en vérité, on est rentré dans une période totalement nouvelle où il faut investir énormément d'argent dans l'école, dans l'hôpital, dans l'écologie. Il faut investir énormément. Et quand on investit, c'est de l'argent. Et où est-ce qu'on prend cet argent? Alors, il y a quand même, forcément, je termine. Oui. Forcément, il va falloir qu'on change d'avis sur la consommation et qu'on explique aux Français que pour que leurs enfants aient une vie agréable, il va falloir qu'ils mettent un peu moins d'essence dans leur voiture ou un peu moins de tomates. Donc changer les comportements, en fait. Il faut changer les comportements. Il va falloir expliquer. C'est pour ça que moi je me plains de cette campagne électorale qui n'a rien expliqué du tout de ça. Ouais. Des temps difficiles dans lesquels nous étions rentrés. Et ça, on a distribué des cadeaux et des cadeaux. Et Marine Le Pen veut continuer de distribuer les cadeaux. Et LFI, il veut tout renverser pour tout prendre aux riches pour distribuer tout gratuit. C'est ridicule. La vraie vérité des temps présents, c'est qu'il faut investir. Donc il faut consommer moins. Mais tout ça est vrai, mais sur la capacité à investir, il y a tous les montants qui sont déjà consacrés, qui est l'équivalent de ce que Nicolas Sarkozy avait fait sur les investissements d'avenir. Il y a une manne de 30 à 40 milliards qui est là et qui va être dépensée à l'investissement. Et il y a surtout, tout le monde l'oublie, mais c'est salvateur pour tout le monde et pour tous nos pays, l'argent de l'Union européenne. L'argent de l'Union européenne qui est colossal, qui va être distribué de façon massive, qui a commencé de l'être et qui va permettre les investissements qui sont nécessaires. Donc il ne faut pas non plus voir tout de façon tragique parce que et ça c'est historique parce que l'Union européenne ne s'était jamais donné ces moyens-là. Elle les a et je pense qu'on va en profiter. En revanche, l'attitude du quoi qu'il en coûte, ça c'est terminé. Enfin, ça se termine avec la loi sur le pouvoir d'achat. Avec un effet pervers donnant le sentiment que tout il y a est possible, que l'argent est là, bien sûr. Voilà. Oui. Il n'y a qu'à le prendre dans la poche de ceux qui... Non, mais il y a de l'argent, il y a de l'argent, mais il faut investir. Moi, je pense que le problème de l'argent de l'Union européenne, c'est qu'il n'est pas dépensé. C'est première question. Pour le moment, non, mais il n'est pas dépensé parce qu'on distribue des petits chèques, mais on ne fait pas les transformations structurelles qu'il faut faire. Les investissements lourds qu'il faudrait faire. Donc c'est ça qui ne va pas. Ça, vous avez raison. Alors, on accueille tout de suite Véronique Reissoult. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors on va reparler du discours de politique générale et ce qu'en ont dit les internautes en dehors des spécialistes que vous êtes. Ouais. Eh bien, figurez-vous que les non-spécialistes, ça les a intéressés. On aurait pu se dire que non. Eh bien oui, 235 000 messages. Je vous disais hier, mais qui regarde à 15h Elisabeth Borne? Eh bien, il y a eu beaucoup de gens qui l'ont regardé, en tout cas beaucoup de gens qui ont commenté. 235 000 messages pour un discours de politique générale, c'est beaucoup. Sur ces 235 000 messages, il y a 52% des messages qui sont neutres et factuels et qui relayaient l'information et étaient... il n'y avait pas de commentaires spécifiques. Ils relayaient les propos. Il y a 13% de messages positifs et 35% de messages négatifs, ce qui n'est pas énorme en soi.
quand on a habituellement des commentaires sur les réseaux sociaux, les gens aiment bien critiquer, donc c'est pas si mal que ça. Et d'ailleurs, quand on regarde les fameux emojis, bien vous voyez, c'est plutôt positif. Il y a le gros point rouge qui dit c'est important, un bras qui dit trop fort, elle est trop forte cette femme, c'était trop bien ce qu'elle a raconté, des mains qui applaudissent, enfin voilà. Évidemment, il y a quand même des gens qui trouvent que c'est clownesque, des gens qui trouvent que c'est horrible, mais globalement, c'est plutôt positif. Et en fait, si on regarde, c'était beaucoup de commentaires positifs sur la forme, où les gens ont été agréablement surpris. On va mettre de côté les positions partisanes obligatoires, mais quand les gens sont plutôt neutres, et bien voilà, ils ont dit, moi, on ne l'attendait pas de cette façon-là. Elle a montré qu'elle était sérieuse, rigoureuse, certes, mais quand même, elle avait une certaine volonté dans les propos. Et c'est plus le fond qui était un peu critiqué en trouvant qu'elle n'avait peut-être pas été assez loin. Donc on va dire que si on regarde rapidement les messages positifs des soutiens, on n'est pas très étonné, mais je voulais sélectionner parce qu'il a été beaucoup repris et pour une fois sans Omar, c'est un message de l'ancien président de l'Assemblée nationale qui s'est félicité de voir 2 femmes à l'Assemblée, une qui était Premier ministre et une qui dirigeait. Voilà, c'était un message qui a été pas mal repris parce que oui, c'était un des symboles forts hier. Vous avez aussi les macronistes, évidemment, qui ont salué, mais je vous l'ai pris parce qu'il était beaucoup partagé et surtout, il résume bien ce qu'on pouvait lire. Je suis scotché devant le discours d'Elisabeth Borne. Je ne m'attendais pas à ça. Les Français découvrent enfin qui elle est et c'est du lourd. Voilà. En tout cas, c'est un macroniste qui le dit, donc on peut le croire. Oui. Vous avez aussi des journalistes qui le disent. Madame Borne envoie de son ton monocorde tant décrié un tacle aux commentateurs qui l'excèdent. J'ai été ingénieure, chef d'entreprise, préfète, ministre. Je ne suis pas une femme de grandes phrases et de petits mots. Je dois dire que c'est assez jouissif. Donc, vous voyez, presque tout le monde se réjouissait de cette forme et de sa façon de parler. Et comme vous le savez, il y a eu un petit couac où on ne sait pas si c'est un petit couac, mais Madame Borne a donc commenté un peu loin des caméras, a été filmée, on a écouté. Donc, j'ai juste pris le tweet parce qu'on ne va pas repasser le message, mais en gros, elle dit que ils passaient leur temps à répondre à des questions cons, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle. Mais figurez-vous que les Français ont aimé, pardon. Pourquoi ils ont aimé? Parce que vous savez que vous n'êtes pas très appréciés, les journalistes. Donc forcément, quand on dit que vous dites des choses pas très intelligentes, les Français adorent. Et donc, ils ont trouvé qu'elle était sympathique et qu'elle avait raison. Donc c'était plutôt bien joué, parce que je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais dans l'absolu, ça n'a fait que conforter, ça n'a pas été vu comme une bévue. Et d'ailleurs, les uns et les autres, quand ils ont critiqué, vous savez que les internautes, vous aimez bien quand ils font des blagounettes, eh bien c'était des blagounettes plutôt légères, donc ça prouve que dans le fond, voilà, c'est les déchiens qui ont été contournés, parce que à propos de questions cons, les déchiens étaient pas mal. Et sur les n'ont jamais été égalés. Non, jamais. Sur les mesures annoncées, alors là, alors, sur le fond cette fois. Sur le fond, alors il y a 3 mesures qui ont été très commentées. Celle sur la retraite. La deuxième, c'est une mesure bien spécifique sur la déconjugalisation de la. Bravo, vous l'avez dit. Voilà. Ouais. Yes. Ça a été très salué, même si certains s'amusent comme ici à rappeler que c'est une mesure qui avait déjà été proposée, qui avait été refusée. Dans le fond, peu importe. Oui, ils disent tous, moi, c'est nous. C'est moi qui l'avais dit, mais forcément, parce que tout le monde trouve ça formidable. Donc quand on trouve quelque chose formidable, tout le monde a envie de se l'approprier, normal. L'autre sujet très, très commenté, c'est EDF. C'est plus compliqué parce que là, on voit qu'il y a plus de débats. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions, qui essayent de comprendre le pourquoi du comment. Donc voilà, version avec les sous-titres. Elisabeth Borne annonce l'acquisition de 17% du capital d'EDF que l'État ne détient pas en vue de restructurer et découper l'entreprise. C'est une des visions qui a été partagée hier. Et puis vous avez aussi une petite question qui remonte souvent, qui est petite question, je crois me rappeler qu'au moment de la privatisation d'EDF, les petits actionnaires ont payé l'action 30 €. Celle-ci valait moins de 10 € hier, malgré une hausse en bourse suite à cette annonce de plus 15%. Que vont-ils devenir? Pas tant que ça mobilise l'ensemble des Français, mais ça faisait partie des débats et des questions assez techniques autour de cette mesure qui a été de loin la plus commentée. Éric, un mot juste très court sur la renationalisation d'EDF. C'était couru parce que EDF avait aussi déjà, c'était antérieur à la crise énergétique, mais déjà des problèmes. EDF n'a pas les moyens de construire les centrales nucléaires qu'il faut qu'elle construise. Voilà. Donc il faut bien que ce soit l'État qui paye. Voilà. Toujours qu'il y ait quelqu'un qui paye. Souvent c'est l'État. Donc l'État, c'est nous. En l'occurrence, sur le nucléaire, on ne voit pas bien qui peut faire à la place de l'État. Enfin, sur un sujet ça, un investissement sur 40 ans, il n'y a pas d'autre solution que de faire prendre par l'État. Voilà. Et Véronique, dernier point, il semble que le remaniement se soit invité dans la vie politique anglaise sur les réseaux. Bah oui, je me suis dit qu'on ne pouvait pas se quitter pour cette dernière sans sourire. Et donc, ça ne vous a pas échappé, monsieur
Boris Johnson a donné sa démission. Et du coup, il y a des candidats au gouvernement français qui n'ont pas été sélectionnés, qui se disent, mais peut-être il y a quelque chose. Donc, de qui parlons-nous? Bien sûr, l'ineffable Manuel Valls. Allô, London, I am Manu, shit, je capte rien du tout, ça va pas. Donc là, grosse panique. Vous avez le Gorafi qui a été beaucoup partagé cet après-midi, toujours, et c'est, voilà. Direct, Manuel Valls se dit disponible pour remplacer Boris Johnson. Il y en a d'autres, mais celui-ci... Mélenchon a été pris aussi, mais ça a moins fait rire les Français. Et donc, voilà. Donc, rire les Anglais aussi. Donc, il dit, ma vraie passion est et sera toujours la politique anglaise, on croit. Après la politique espagnole. Voilà, c'est pour ça que ça a beaucoup plu, c'est pour ça qu'il a plus plu que Mélenchon. Et puis vous avez 44 démissions dans le gouvernement de Boris Johnson. Emmanuel Valls dit « My heart is British ». Et enfin, on va terminer par une information majeure qui crédibilise cette information clé. Manuel Valls serait sans doute prêt. Pourquoi? Parce que de par la cousine du jardinier de son arrière-grand-mère, Manuel Valls est un lointain cousin de la reine d'Angleterre. Donc celle-ci lui aurait demandé de remplacer au pied levé Boris Johnson à la tête du gouvernement anglais. Enfin, un peu de reconnaissance dans ce vilain monde. Voilà. Dans ce monde de brutes. Merci beaucoup. The Queen. Voilà. Merci beaucoup Véronique. Et c'est la dernière émission de la saison. On se retrouve donc à la rentrée. Mais oui. Bronzé et pluvieux. Et détendu. Et détendu. Reposé. Donc merci à tous. Et merci à Charlotte Urien-Tomaca pour avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique. À très vite, merci. Enfin, à très vite. Façon de parler.